Bonjour. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un type de vidéo que j'avais déjà fait, souvenez-vous, avec la Tipman V2, où je l'avais eu d'origine, complètement neuve. Et par la suite, j'avais donc upgradé tout l'interne. J'avais envie de refaire ce format parce que j'aime énormément tout ce qui est mécanique, bricoler les choses moi-même. Pour la petite histoire, quand je me suis mis à l'airsoft, ma toute première réplique, c'était une P90 qui ne fonctionnait pas, que j'ai tout retapé. Tout ça pour dire que depuis le début, en 2016, j'ai toujours aimé bricoler mes répliques, mettre les mains dedans, améliorer, échouer, forcément, ça va avec évidemment, comme tout ce que vous ferez dans la vie. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. De fil en aiguille, en aimant faire ça, vous le savez peut-être pas, mais j'ai eu un petit business où je réparais, donc je faisais de l'upgrade de répliques. J'ai principalement fait de la réplique venant de proches ou de membres de l'association, mais de fil en aiguille, par le bouche à oreille, j'ai aussi fait pas mal de répliques des 4 coins de la France. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, je suis associé sur 2 autres entreprises, donc j'ai moins le temps pour ça, je le fais uniquement pour les copains et l'association. Mais voilà, j'aime bien ce format de mélanger une espèce de review de répliques que je reçois d'origine, de voir ce que ça donne, et puis de mettre les mains dedans, qu'est-ce qu'il y a dans ces entrailles, et qu'est-ce qu'on peut en faire de bien. Et pour l'occasion, notre cher Flocon de notre association s'est payé une EEL Essential, et souhaitant la fiabiliser immédiatement et améliorer ce qui n'allait pas, il me l'a confié. Alors pour celle-ci, le but, ça va pas être de faire un full upgrade, mais potentiellement de voir quelles sont les pièces à changer et s'il y en a qui tiennent la route, ne pas les changer pour réduire les coûts. Donc on va pas monter un Titan dans celle-là, on va pas tout changer, mais on va essayer d'en faire un truc à peu près bien et fiable. Je lui ai déjà fait prendre un moteur high torque, des gears en 16-1. Je lui ai fait prendre aussi forcément un piston tête de piston parce que je sais que d'origine, c'est pas fameux. On va voir ce que ça donne. Il me manque quelque chose de très important avant d'aller plus loin. Est-ce que j'ai quelque chose pour décapsuler? Ouais! Pour ceux qui sont en Rhône-Alpes, ou en Isère plutôt, à Champier, les bières du temps, excellent. Chef Fampan, à la tienne. Je vais me faire insulter parce que je la bois à la bouteille. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, ça me fera ni chaud ni froid. Alors, donc EEL est une marque chinoise qui donc fait des répliques d'airsoft depuis quelques années maintenant tout de même. Et ben je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Hop là, Legendary Perfection. Alors c'est chouette qu'il passe un petit connecteur. Voilà, parce que donc on est câblé en TEDIN, maintenant il câble directement en TEDIN, c'est une belle amélioration, ça c'est chouette. Il nous indique qu'on a une vélocité de 1,08 joules environ à la 0,2. Donc on va pouvoir tester ça, comparer. Et ben pour les connaisseurs, vous l'avez reconnu, il s'agit de l'AKS74N et forcément livré donc avec un chargeur mid-cap qui a un bel aspect. La réplique est très bien finie, hein. Je parle déjà là du métal, c'est très beau. Le bois, apparemment ils l'ont changé par rapport à la génération d'avant. La finition du métal est vraiment très belle. On est sur de la tôle emboutie avec bleuissage, donc ça lui donne un aspect vraiment très sympa. Ouf. Oh ouais. J'aime beaucoup ce genre de crosse, je trouve que ça va avec l'aspect assez rustique du Naka. Aussi un gros point quand même d'amélioration, c'est le packaging. Pour ceux qui ont acheté des EEL il y a quelques années, c'était pas vraiment ça. Vous voulez que je vous montre à quoi ressemblait un packaging EEL pré-Covid? Allez, c'est parti. Ça, parfait. Ressort là-dedans. Ah voilà, parfait. Ça va aller très vite. Voilà. Ça, c'était un packaging EEL il y a quelques années. Je me suis donné vraiment trop de mal pour une blague pas si drôle en fait. Je me fatigue. Enfin, maintenant, il faut tout défaire. Alors, on a une réplique qui pèse 3,6 kg, qui est équipée d'un canon de 450 mm en 6,03. Canon que j'ai nettoyé d'ailleurs
6 fois. Alors je sais pas si c'est de la graisse de stockage qui est volontairement mise dans le canon pour éviter toute oxydation, c'est possible. Au niveau de l'interne, on en parlera plus en détail après quand je l'ouvrirai, mais normalement on a des gears en acier frité. L'acier frité, hein, c'est de l'agglomération de poudre. Ça peut être bien comme pas bien. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité des matériaux, de la qualité des machines et forcément tout ça est lié au coût. Donc ça dépend énormément du cahier des charges. On peut avoir des gears en acier frité qui sont vraiment pas dégueux, qui supportent de la 11.1. C'est un petit peu la loterie, donc dans le doute, moi je préfère mettre des gears usinés en 16.1 pour le coup, et comme ça on sera bien. Ce que je vous propose les amis, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'elle donne d'origine en termes de performance, et une fois que c'est fait, on se retrouve ici et on commence à ouvrir la bête. Ah, 7-4. Ouais. Je teste juste. Ouais, il est réglé pour de la 0.28. Donc là, au peuple réglé. Hein 241. Bliette. Je vais baisser un peu le hop-up pour voir. 305, 307, 309. Ouais, en fait, le hop-up était trop. 310, 311, 311, 308. Ouais, en fait, elle est à 310 quoi. Tester la 30, mais vu qu'elle est pas très puissante, pas sûr que ça lève grand chose. On va voir ce que ça donne. Bon, le 20 mètres, sans problème. 30 mètres au-dessus même. 30, nickel. 40, je suis dedans. Nickel, 40, 50. Oh, le 50, impeccable. Ouais, c'est pas dégueu, 0,30. 60, je peux l'avoir en cloche. Ouais, en cloche, je touche. C'est pas dégueu. Putain, elle est belle, elle est belle. Arrête, attends. C'est pas la tienne. C'est celle de Flo, tu arrêtes. J'ai la même, je connais. Je connais. Ah non, on a les mêmes joules. 0,3 Ouais, 0,3, 0,8. C'est pas dégueu, elle est à 300 FPS. Mais non, elle est bien. Hein. À la 0,20. Non, j'ai tiré tout à l'heure, elle est bien. T'avais mis quoi comme... 0,28. C'est vraiment pas dégueu. Attends, il est où ton peu? Oh, t'as pas mal, j'en sais. T'as vu? Il a de la chance, il en a acheté une bonne. Ça tire comment? Franchement, elle tire vraiment pas dégueu. Ah Il ouais. manque de la puissance, mais elle tire vraiment Je lui ai bien. demandé s'il veut pas mettre du Zenico, je lui ai vendu mon Zenico. Alors dans l'association, on a un très grand amateur d'AK et les différentes marques qui proposent des AK. Il est plein de petites anecdotes. Ce que je vous propose, c'est de l'appeler et il en parlera bien mieux que moi. Allô? Bonsoir. Bonjour monsieur. Salut. Tu vas bien? Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va bien. T'as 4 millions d'abonnés qui te regardent, attention. Faut pas que je dise de conneries, hein. Vu que t'es un peu notre grand amateur d'AK et... Ouais, la belle branlette. Tu connais, hein? Je connais. Comme on en avait discuté la dernière fois, moi j'entends souvent E et L, c'est l'externe le plus proche que tu puisses avoir de la vraie AK. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que LCT c'est mieux? Est-ce que vas-y, on démarre une guerre mon gars. Bon, on va s'accorder sur un truc. Les AK qui sont fabriqués par EL sont très belles. Pour moi, c'est les plus belles qu'il y a sur le marché. Et sur les versions Platinum de la génération 2, c'était vraiment les plus belles parce que là, on avait le métal magnifique avec le traitement de surface, sans peinture, Ouais. et aussi des bois qui étaient... il y avait 10 000 couches de vernis, mais ça donnait un aspect rouge très joli au bois. Ouais. Qu'on retrouve plus forcément sur les essentiels. Cet aspect avec le métal traité, il n'est pas vraiment réaliste. C'était certaines AK, les premières AK, donc les AK 47 entre guillemets, type 3, etc. Donc les premiers modèles, eux, étaient bronzés. Mais puis après, le traitement de surface a changé, il me semble, à partir de l'entrée en production de l'AKM, donc dans les années 50, où Ouais. là, pour le coup, le métal était aussi traité avec un phosphatage et une couche de peinture. Donc les dernières AK produites sont peintes aussi, les vraies en tout cas. Ce qui fait que l'aspect des EL, bien que très beau, n'est pas le plus réaliste. Pour une essentielle, on va commencer par l'extérieur. Donc au niveau de l'extérieur, tu vas avoir, ça va être la même chose que toutes les AK EL ou quasiment, de l'acier absolument partout sur l'externe. Ouais. Le corps, le top cover, le bouton qui maintient le top cover est en acier, la tige du levier d'armement est en acier, le levier d'armement est en acier, toutes les goupilles sont en acier. Et vraiment, même la queue de détente. Très souvent, la queue de détente, c'est une pièce en alliage, donc vu que c'est une pièce de la gearbox, là elle est en acier aussi. Et après pour la gearbox, donc c'est une gearbox V3 qui est classique, mais ils ont pensé à des choses il y a des choses qui sont pas mal sur cette gearbox. Déjà, elle est peinte en noir, ce qui fait que quand tu enlèves la sécurité sur l'AK, tu ne vois pas
l'aspect gris Ah oui. métallisé de la gearbox. Ouais. Comme ça peut être le cas chez E et L. Chez LCT, C'est pardon. LCT, ouais. Le bloc hop-up d'AK classique, avec la petite réglette qui se dérègle à chaque tir. Ça, c'est voilà, Quel ça, c'est plaisir. classique. Ouais, là, je la vois, là, j'ai hâte. Putain. Et après, sinon, pour ce qui est de l'interne, je crois que c'est des bushings, mais sur du 9 mm. Donc, si tu veux mettre des bearings, t'as vraiment la place. Ouais. Les engrenages, ils sont en acier fripé, Mhm. en 18.1 classique. Le moteur sur les Platinum, c'était un high torque plutôt coupleux. Là, c'est un moteur assez classique aussi. Le cylindre et la tête de cylindre, ça, c'est des pièces vraiment classiques. Alors que sur les Platinum, c'était un ensemble tête de cylindre usiné d'une seule pièce. Ah oui, ok. Donc là, tu avais 100% d'étanchéité. Et piston, tête de piston, c'est du full plastique qui garantit pas une étanchéité incroyable. Pareil pour le nozzle qui est en plastique avec un joint torique qui, en fonction des répliques, garantit ou non l'étanchéité. La plus grosse perte, en fait, ça va être au niveau du moteur, des engrenages et de l'ensemble pneumatique. Sur les circuits électriques des gearbox, il y avait un fusible. Je sais pas s'ils l'ont gardé sur celle de Flo, mais en tout cas, il a un MOSFET maintenant. C'est exact, il y a un petit... il y a une petite carte électronique, là, il y a des composants, donc ouais. Elle est MOSFETée, ouais. Là, si je devais conseiller à quelqu'un d'acheter une AK, s'il a envie de faire des petites modifications, genre du Zenith partout, des choses comme ça, c'est mieux de partir sur du LCT, parce que les cotes LCT, au niveau de la tôle emboutie, sont plus réalistes et collent avec la plupart des pièces du marché. Ah oui. EL, en fait, il y avait souvent cette rumeur comme quoi c'était fabriqué dans les mêmes usines que les vrais AK. Ouais, c'est ça que j'ai entendu, moi. Je sais pas pourquoi, d'où ça sort, ça. Parce que EL, c'est une collaboration entre Emei, une boîte chinoise qui fabriquait effectivement des armes à feu, Ouais. et Landarms, qui est une boîte d'airsoft, il me semble. C'est assez difficile de trouver des infos. C'est pas que ça utilise des vraies pièces, c'est que ça utilise des méthodes de fabrication qui sont similaires à celles des vrais AK. C'est-à-dire oui. que tu vas avoir une grosse pièce de tôle, de la ferraille, qui va être pliée, emboutie, et globalement ça va suivre des méthodes de fabrication qui sont similaires. C'est un peu compliqué, mais ça te donne une réplique qui est vraiment très très solide. Il y avait Gunfire qui avait fait une vidéo où il maltraitait la réplique, c'est-à-dire qu'il la mettait entre deux rondins et un mec montait dessus. La réplique se tordait pas. Ah oui. Et les canons, en fait, ils sont percés. T'as l'impression en fait que c'est des vrais canons qui ont été percés justement pour être neutralisés. Il y a un aspect très flingue en fait quand t'achètes une EL, parce que tu reçois ta réplique, elle pue le gras en fait, ça pue le double des 40. Ah ouais, mon pote, je peux le dire que là, j'ai les mains dedans. Elle pue le gras, ouais. C'est pas des super techniciens quoi, c'est Bien une sûr. usine chinoise et c'est des répliques à 220 € quoi. Et Parce pour le que- coup, la LCT effectivement tu vas la payer beaucoup plus cher, mais tu vas avoir, enfin la gearbox, il y a beaucoup de gens qui changent l'interne des gearbox LCT. Mais C'est vrai. pour avoir, moi j'avais l'Asval LCT, pour avoir ouvert la gearbox, globalement les pièces elles faisaient très qualitatives. Ah ça y est, j'ai accès à la gearbox. Et bah, tu sais quoi? Alors, il y a le délayeur. Et on va voir tout de suite. Alors, le piston, full rail métal. Donc, toutes les dents sont en métal. Alors, le cylindre est plein. Je vais voir tout de suite l'étanchéité au final. Là tu vois, Alors, là, j'ai pas le nozzle. J'ai pas mis le nozzle. L'étanchéité est vraiment parfaite. Et avec D'accord. le nozzle, en effet, il y a un joint torique. Putain, mais c'est pas dégueu, hein. Ah, le nozzle, il fuit, hein. Même avec le joint. Putain, c'est vraiment pas dégueu. Bon, ouais, c'est aléatoire. Le nozzle, en fait, ça dépend de sa position. Il fuit pas. c'est amusant que tu aies un rack full acier en fait sur le piston, parce que moi sur la mienne c'était pas le cas. Sur la Platinum j'ai un truc full plastique, enfin il y a la dernière dent qui est en métal. Et le piston avait commencé à se fendre au niveau de la tête de piston. Autre particularité au niveau du nozzle, c'est sa longueur. C'est un nozzle d'AK long. Ouais, 20-75. 20-75 à peu près. Donc ça c'est une info à savoir quand tu fais ton upgrade. Je suis en train de regarder là le shimming. Il est très lax, hein, quand même. Il laisse énormément de jeu aux engrenages. En tout cas, l'interne est chouette. Tu vois, la tête de cylindre, elle a un beau petit amorti. Elle est hyper étanche. Vu les perfs, je pense que ouais, canon joint, je vais pas le changer pour le moment. Écoute, pour une réplique, surtout que là, il l'a eu en réduc, je crois, à 200, moins de 200 €, je sais plus. Putain, c'est quand même bien, hein. Ah, c'est pas mal, ouais. Et ce qui est bien aussi au niveau externe, c'est que tu vas avoir des gravures au niveau du sélecteur. Je sais pas si elles sont vraiment bien positionnées. Ça, j'ai pas suffisamment le compas dans l'œil pour savoir si elles sont bien Ouais. positionnées. Les trucs qui sont bien gravés, bien profonds, c'est moins profond chez LCT. Pareil pour les fausses goupilles. T'as des fausses goupilles qui sont magnifiques en fait. Et de l'autre côté de la réplique, tu as aussi un numéro de série qui est unique à chaque réplique. Ouais, il y a une petite étoile avec marqué 92 et après il y a
Il y a 6 chiffres, ouais. En gros, ils ont vraiment l'argument numéro 1 chez EL, ça va plus être la robustesse, je pense. Alors l'intérieur de la gearbox, mon pote, j'ai l'impression qu'il est tout oxydé. Ah ouais? Parce que ouais, putain, ça te fait c'est des marques et je gratte là avec l'ongle. Je pense que je vais regarder avec une petite Dremel, voir, mais je pense qu'elle est piquée de rouille. Bon, ça ira pas plus loin. Bah oui, mais après, c'est une réplique à 220 €. Exact. On va remettre dans le contexte. C'est quand même très bien pour 200 balles. Hein. Mais vraiment, bah, si tu veux une AK, oui, c'est vraiment très bien. Ouais. Moi, un truc que j'aime bien et je vais les défendre, c'est les chargeurs de chez EL. Parce que, admettons que tu achètes une AK, genre vraiment une AK classique, tu veux pas un truc full Zenitco, Ouais. tu veux vraiment les chargeurs bakélite classiques. C'est ça. Et là, en fait, tu vas avoir plusieurs options. Tu vas avoir les chargeurs MAG, la qualité, c'est vraiment pas terrible. Tu as les chargeurs Sima, qui sont pas trop mal, Ouais, mais le plastique, il est assez fin, c'est assez facile de péter l'encoche à l'avant et c'est pas compatible avec EL. Moi, ce que j'avais fait pour rendre des Sima compatibles avec EL, c'est que j'avais dû biseauter l'encoche. Et du coup, tu perds encore en épaisseur au niveau de cette encoche, elle se pète encore plus facilement. Du coup, pour revenir aux chargeurs de chez EL, moi, je trouve qu'ils sont très très bien parce que, alors certes, au niveau du feed, c'est pas hyper efficace, mais c'est déjà plus efficace pour moins cher que les LCT. Les LCT, ils mettent des ressorts, mais vraiment des ressorts faméliques, c'est terrible. EL, ça va filer correctement. Parfois, tu vas perdre la plaque qui est en bas du chargeur, mais bon, tu peux trouver une solution pour qu'elle tienne. Et surtout, tu vas avoir un plastique qui est super épais. Voilà. Ouais. Et je voulais les défendre. Je fais l'avocat. Voilà. Bah écoute, mon copain, si on a fait le tour, je te remercie énormément. Ça... De rien. Voilà, écoute, voilà. Je te fais des bisous. La bise. Bon, au final, pas mal d'infos. Et puis surtout, loin d'être dégueu quoi. Pour 200 balles, c'est quand même quelque chose de très très chouette. Par rapport à ce qu'on avait prévu de changer, qui était donc les gears, le moteur, le piston, j'en ai pas parlé, mais on va changer le ressort évidemment, puisqu'on veut se rapprocher des 390 fps. On va changer aussi les bushings pour des bearings et le nozzle qui est un petit peu aléatoire en termes d'étanchéité. Ah oui, et au final, on va pas changer le piston parce qu'il est très bien, très bonne étanchéité. Il fait relativement costaud en termes au niveau de la partie polymère, et puis on a un rail complètement dent métal. Alors c'est des dents métal aussi en acier frité, mais je préfère que ce soit ça qui fasse fusible que les engrenages. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller commander les pièces, et puis on se retrouve donc quelques jours plus tard, une fois que je les aurai reçues, et on va faire tout l'upgrade. Tout de suite. Pièces reçues, nous voici de retour. Ça fait pas si longtemps. J'ai pas des cheveux blancs parce que je suis vieux. Il s'est passé des trucs, posez pas de questions. Alors, si vous avez en tête la vanne du « Ah, t'as perdu un pari », félicitations, vous êtes le tonton beauf de la famille. Donc pour récapituler, la réplique est toute démontée. J'ai reçu les pièces que j'ai commandées. Pour rappel, on fait un upgrade léger, on est dans une optimisation des coûts, donc il y a des pièces qu'on ne changera pas. D'ailleurs, pendant que je démontais la réplique avec Rémi au téléphone, c'est vrai que j'ai enlevé 2-3 pièces qui permettent d'atteindre le canon et le joint au pop, chose qu'on ne va pas changer parce qu'elles sont pas mal d'origine, donc pour le moment on reste sur le même setup. Parce que pour rappel, c'est la dernière on va essayer de vider la gearbox au maximum pour ce qui va venir. Je vais juste laisser le chariot, ça sera pas gênant. Hop là. Et... alors lui, il faut faire attention. L'idée, c'est de ne pas péter le cut-off lever. Donc on va le maintenir en position. Yes. Voilà. Et maintenant, dégraissage. Parce que l'idée, c'est de dégager la graisse qui est assez épaisse d'origine, pas forcément adaptée. Alors maintenant, je vais vous montrer l'astuce du chef. Il y a certaines gearbox qui sont vraiment soit polies à cet endroit-là, soit lisses. Ici, on est quand même un petit peu rugueux, je trouve. Petite brosse métallique, mettre des lunettes. Il n'y a presque plus besoin de mettre lubrification tellement c'est lisse. Alors en fait, l'aspect poreux sur celle-là, il vient du fait que c'est peint à l'intérieur. Et donc vraiment, ça accroche. Alors une fois que c'est fait, on n'oublie pas de redégraisser à nouveau et de nettoyer. Parce que forcément, on a fait pas mal de limailles. Et voilà le résultat. L'idée, c'est d'avoir des zones bien polies pour toutes les parties en mouvement. Donc piston et tapette plate.
Pas mal, non? C'est français. Bah, maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper du moteur. Sur certaines répliques spécifiques, ce ressort est propriétaire, donc il faudra réutiliser celui d'origine, mais là pour le coup, hein, c'est du classique V3, hein, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Next step, on va mettre les bearings. On va les mettre petit à petit. Alors pour le shimming, on commence par le spur gear. Et l'idée c'est que sans shims, là sans rondelle, on entend que ça frotte sur la gearbox. Donc il faut toujours le surélever un petit peu. Là je lui mets un shims qui doit faire 0,30. Et là déjà ça frotte plus. Ensuite, eh ben, c'est à tâtons, hein. De toute façon c'est comme ça que ça fonctionne. Là je lui remets un shims de 0,5. Je vais dégager ceux qui ne me servent pas parce qu'ils tombent. L'idée du calage de gear, c'est qu'à chaque fois, on remet 2-3 vis qui entourent la zone où il y a les gears pour que la gearbox soit pincée en conditions réelles et on regarde si c'est trop serré ou s'il y a du jeu. Un bon shimmings, c'est un tout petit peu de jeu latéral de 1/10, mais il faut surtout pas que ce soit pincé parce qu'en fait ça fait forcer toute la mécanique et vous allez avoir non seulement un bruit de perceuse, mais moins de réactivité et la mécanique va prendre tarif et potentiellement vous allez casser quelque chose. Là par exemple, hein, j'ai pas encore mis les vis, mais on a un jeu de fou furieux, donc va falloir que je cale un peu mieux ça. Et en finalité, on fait ça pour le spur gear, puis pour le sector gear, et enfin le bevel gear. Mais il faudra aussi faire attention à ce que les gears ne frottent pas entre eux. Par exemple, là, sans shimmings, eh ben, je sens que le sector gear, il frotte sur la partie plane du spur gear. Et ça, il faut l'éviter aussi. Il faut que les gears soient légèrement espacés. Ah, c'est un art, hein. Je crois qu'on est pas mal au niveau du shimmings. Là, on est pas mal. Et bien maintenant, les amis, clairement la partie la plus chiante est terminée. Maintenant, il faut tout remonter. Ce qu'on peut vérifier, c'est le angle of engagement, qui est donc en fait tout simplement si les gears viennent prendre le piston à la position optimale. Alors, la position optimale serait par rapport à l'angle de la dent sur le piston serait ici et on est là. Ouais, mais on a un joli congé au niveau des gears usinés, ce qui fait que c'est vraiment pas dégueu. Alors ce que j'aime bien avec les graisses en bombe, c'est que ça évite d'en mettre trop. L'erreur en fait c'est de surgraisser vos gearbox. En fait il faut pas tant de graisse que ça. Normalement si la mécanique est bien adaptée, normalement elle force pas trop. Et des graisses de qualité font largement le taf. De toute façon, il y aura un entretien, au bout d'un moment, il y a de la limaille qui se fait, il y a de la poussière qui rentre, donc une gearbox, ça s'ouvre, ça s'entretient. Alors pas tous les 2 mois, évidemment, hein, mais une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est pas dégueu, hein. Ça dépend évidemment de l'intensité de votre jeu. Dans tous les cas, ces 2 graisses, elles sont faites pour les plastiques, les caoutchoucs, le métal, vous pouvez y aller, hein. On n'est pas non plus dans de la mécanique incroyable, ça fera l'affaire pour absolument toutes vos utilisations, hein. PTFE ou lithium, c'est un bonheur. X-Armé. Un petit peu de graisse. Oh waouh. Oh. Putain, l'étanchéité. Incroyable. Ah mais si, on a oublié un truc. J'ai oublié le délayeur. Enfin, je l'ai prévu. Mais il est pas là. Il est chez moi. Et là, on n'est pas chez moi, on est... Bon, t'as compris. J'ai le seum. Allez, à dans un mois. Many months later. Je l'ai, ce bâtard. Voilà, nous sommes une semaine plus tard parce que j'ai pas pu tourner ça avant. J'ai enfin le délayeur. Cette vidéo commence à être bien trop longue, on va s'y remettre tout de suite. C'est une vraie épopée, hein. Plus on avance, moins j'ai de cheveux, plus j'ai de cernes. Ça n'a aucun sens. Alors évidemment ça me prend pas un mois un upgrade comme ça, c'est juste que pour le coup celui-ci n'est vraiment pas pressé et surtout je tourne quand j'ai le temps et que les conditions sont bonnes. Alors pourquoi je n'utilise pas le delayer qu'il y avait sur les anciens gears? C'est parce que ces anciens gears vont être montés dans une réplique location de l'association. Donc merci Flo d'avoir fait don des organes de ta EL. Toujours important d'utiliser les outils appropriés.
Très bien. Oh, nickel. Nickel chrome. Alors si vous utilisez ce genre de machine comme moi, c'est formidable, hein, ça fait gagner du temps. Mais pour ce genre d'utilisation, hein, mettez bien au couple minimum, hein, parce que vous allez foirer les vis. Vous finissez de les serrer à la main. Hein. Hop là. Et on peut d'ores et déjà la faire cycler, voir si tout va bien et caler le moteur. Je vais commencer à la 7.4, la même que j'ai utilisée pour les tests d'origine. Alors déjà, le moteur a besoin de calage, on sent qu'il siffle un peu. Ah voilà. Nickel. Alors, on pourra comparer hein, avec les tests d'origine. Et on peut commencer le remontage final. Alors l'idéal dans une AK comme ça où il y a plusieurs points d'attache, c'est de jamais serrer à fond aucune des vis, tout mettre au moins ensemble, voir si ça passe bien. Et une fois qu'on est à peu près ajusté, on peut tout resserrer. Par exemple au début j'ai trop serré la poignée et du coup impossible de mettre cette vis là. Et si on testait la 11.1 là? Je l'avais dit qu'on testait la 11.1. Oh la vache! Et voilà! Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire avant, c'est que je voulais voir la compatibilité des chargeurs que j'avais. Des Syma, des LCT, un ICS. LCT, ça ne rentre pas. Syma, ça force. Hein. Je sais pas où est-ce que ça coince, mais... ICS, waouh! Impeccable. J'ai un ATM. Putain, les ATM, ça se fait plus, ça. Putain, nickel. Et là, on a des Syma. Ah. Pas compatible. Bon, par contre, ce qui est formidable sur cette réplique, bah là, on le voit avec ce chargeur, mais avec celui d'origine aussi, il y a 0 jeu. Voilà la merveille toute remontée. La réactivité, on a vu qu'il n'y avait rien à voir. Je lui ai mis un ressort un petit peu plus vénère normalement. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est retourner sur le pas de tir et refaire nos petits essais. Là, on a de la 0.28, on est au pop réglé et on va voir ce que ça donne. 1.39, 1.38, 1.38, 1.37, 1.39, 1.37. On a une belle étanchéité et là, on est pas mal niveau joule. Alors, on va vérifier à la 0.20 et on va voir ce que ça donne en FPS. 393, 394. 395, 393, 395, 397. On est en dessous des 400 FPS, c'est merveilleux, et on est en dessous des 1,5 joules, donc on est bon pour notre assaut. Pour une réplique longue distance type forêt, c'est parfait. Magnifique, plus qu'à aller tester ce que ça donne sur le pas de tir. Les lunettes. 0,30. On y retourne. Ah, merveilleux, merveilleux, qu'est-ce que c'est bien fait. Ah, voilà. Bonjour, bonjour. Oh, c'est parfait ça. Ok. Hop up. Oh, la stabilité. 30, impeccable. 40, impeccable. Oh.
Mais quel kiff. Allez, 50. Magnifique. 60. Ouf. Putain, le 60. Est-ce que je touche le 70? C'est plutôt Ah, groupé, hein, c'est putain. bien. Ah, ça a touché. Donc 70 en cloche, on l'a, mais bon. Le but, c'était d'avoir un 60... Mais des lunettes. Vas-y. Sinon, on va se faire gronder, ils vont se dire ah là là, s'il y a une escarmouche, c'est tout, comment tu fais? Si le hop-up il est trop réglé et qu'il fait comme ça et que ça te revient, tu fais comment? Hein? À 50, c'est propre, hein. Ouais, Ça groupe, propre, c'est- c'est très propre. Tiens, je te rends les organes de sécurité. Les organes. Par contre, le Narvalo qui prend support à barbecue pour faire une table de merde. Non, mais oui, et puis il a pris des belles palettes hein, pour faire Oui, ça. Hein. c'est ce que je te dis. Non, mais là, t'enlèves ça, tu fais un petit bar là. Oh, ça- Moi, il y a un bar à bière qui va ouvrir à côté de chez moi. Mais non. Si. C'est bon, copain. C'est terminé. Fini. Tu veux faire une autre outro YouTube? Attends, comme ça. Abonnez-vous, bande de bâtards.